aussi bien les prestataires que le malade passent pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Et donc, nous avons ramené ces équipements-là. Nous avons surtout ramené les équipements de protection parce qu'on va revenir sur les mesures, mais c'est vraiment la protection pour éviter la contamination. Et pendant que nous sommes en train de parler maintenant même, là, il y a 14 tonnes d'équipements qui sont en train d'être déchargés sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, dont de l'UNICEF. Donc nous avons réagi rapidement. Maintenant, pour vous donner la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec combien de malades, d'abord combien de zones de santé sont touchées. À Ituri, on verra la carte, vous allez voir, en Ituri, il y a 4 zones de santé qui sont touchées. Il y a la zone de santé de Mongwalu, il y a la zone de santé de Bunia, il y a la zone de santé de Rampara, et la dernière zone de santé qui s'était ajoutée, c'est la zone de santé de Nyakunde. Donc il y a 4 zones de santé qui sont touchées dans la province de l'Ituri. Il y a aussi Butembo qui est touché, et il y a aussi Goma où nous avons un cas. Alors ça, c'est les zones de santé qui sont touchées. Pour les échantillons que nous avons reçus et analysés au niveau de nos laboratoires, notamment à l'INRB, on a à peu près 32 cas positifs. Sur les échantillons que nous avons reçus, 32 cas sont positifs. Alors maintenant, sur le nombre de décès, d'abord, je voudrais rappeler que tous les décès que je vais vous annoncer sont des décès supposés liés au virus. Parce que la plupart sont décédés dans la communauté. Nous faisons la recherche active, c'est-à-dire que nos équipes vont dans la communauté essayer de savoir est-ce que vous avez perdu un membre de famille, dans quelles conditions, et nous mettons tout cela ensemble pour dire voici les décès probables liés à cette maladie. Nous sommes aujourd'hui à 136 décès probables liés à la maladie. Combien de malades avons-nous sous traitement actuellement? Nous avons 69 malades qui sont dans nos centres de traitement. Combien de malades possibles on a identifiés dans la communauté depuis le début? Nous sommes autour de 543 à peu près malades probables dans la communauté. Et donc, telle est la situation de la maladie aujourd'hui. Et nous sommes en train, effectivement, de continuer la recherche active de tous les cas. Et nous sommes en train aussi de ramener les équipements pour que le diagnostic se fasse, la reconnaissance du virus se fasse le plus rapidement possible. C'est ainsi que nous avons renforcé le laboratoire de Bunia pour pouvoir faire le diagnostic le plus rapidement possible. Telle est la situation actuelle de l'épidémie, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces tableaux synthétiques. Je rappelle que quotidiennement, évidemment, avec vos équipes, nous serons en mesure de donner les informations aux journalistes pour être sûr que nous sommes au même niveau. Les chiffres que vous avez donnés, je crois que ce sont des chiffres d'hier, 18 mai, parce que les chiffres sont évolutifs au fur et à mesure que vos équipes sont en train de travailler, de faire évidemment le suivi des quelques cas. Docteur, votre expertise est reconnue mondialement, vous êtes une autorité des références, et d'ailleurs les ministres de la Santé m'allaient dire qu'il n'y a pas un pays qui a développé plus d'expertise que nous en matière du traitement de ces virus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire principalement sur cette souche Bundibugyo? Dans ce qui se raconte notamment dans les grands médias, on dit qu'il est particulièrement contagieux, on dit qu'il est létal, mais vous nous dites que ce n'est pas aussi létal que ça ne l'est la souche Zaïre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous qui ne sommes pas aussi doués que vous en la matière? Excellences, mesdames et messieurs. Écoutez, si vous me demandez qu'est-ce qu'un virus, je vous dirais simplement, un virus est un virus. Parce que même les prix Nobel de l'époque en France, on lui a posé cette question-là dans l'Assemblée. Il était surpris. Il a dit un virus, mais c'est un virus. Mais un virus, en fait, c'est simplement un acide nucléique, soit l'ARN, soit ADN, entouré d'une couche protéique. Voilà, c'est simplement ça. Donc, pour la maladie à virus Ebola, nous avons d'abord connu deux
deux souches principales, parce qu'il y avait deux épidémies simultanées, l'une au Soudan et l'autre au Zaïre à l'époque, à Yamboukou. Et donc, on a vu deux maladies qui sont causées par deux virus différents. Et le virus de Yamboukou, on l'a appelé Ebola Zaïre, et celui du Soudan, on l'a appelé Ebola Soudan. Et Ebola Zaïre, c'est la souche la plus fréquente. On la trouve principalement dans les pays du bassin du fleuve Congo, c'est-à-dire la RDC, Congo-Brazzaville et le Gabon, et aussi les pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Tandis que le Ebola Soudan, c'est surtout les pays du bassin du Nil. Donc on les trouve au Soudan, bien sûr, et également en Ouganda. Voilà, ça c'est donc les années 1976. C'est les débuts donc, de ces épidémies. Et puis après, nous avons eu un grand silence jusqu'en 1995, lorsque nous avons eu la grosse épidémie urbaine de Kikwit. Alors, depuis donc 1995, les épidémies sont de plus en plus fréquentes, causées par ce virus-là, le virus Ebola Zaïre. Notamment donc au centre du pays, à Moueka, à Kampungu. Également, après, nous avons, on remonte encore au nord, c'est dans la région de l'Équateur, et là, c'est toujours d'autres épidémies, mais c'est à Mbandaka, à Bikoro et également à Bouendé, surtout dans l'aire de santé de Djera. Et une date qui nous intéresse beaucoup, c'est 2012. 2012, nous avons connu une épidémie assez importante à Isiro. Et cette épidémie était provoquée par un autre virus, mais cette fois qui est venu d'ailleurs, qui est venu de l'Ouganda, parce que ce virus était isolé en 2007 dans les districts de Bundibugyo. C'est comme ça qu'on a donné à ce virus-là le nom du virus Bundibugyo. Et à cette époque, nous étions tous surpris aussi parce que les diagnostics avaient un peu traîné. Nous étions habitués à voir simplement la souche de Ebola Zaïre. Et grâce aux méthodes de diagnostic développées par les CDC à Atlanta aux États-Unis, on a vu donc détecter ce nouveau virus de Bundibugyo. Alors, quelle est la différence entre, au moins sur le plan sur les pouvoirs pathogènes, entre Ebola Zaïre et Ebola Bundibugyo? Et comme a dit notre ministre de la Santé, Ebola Zaïre donne une maladie grave, avec au moins 50% de signes hémorragiques. Et la mortalité est au-delà de 80%. Voilà. Tandis que Bundibugyo, que nous avions vu à Isiro, les symptômes étaient plutôt bénins et la mortalité approchait les 40%. 40%. Donc, c'est un virus qui est moins pathogène que le virus Ebola à Zaïre. Et nos recherches ont surtout porté sur Ebola Zaïre parce que c'était donc la souche la plus fréquente. C'est ainsi que nous avons développé un anticorps monoclonal pour traiter les malades. Et notre produit Ebanga a été approuvé par la fameuse administration FDA, n'est-ce pas, des États-Unis. Et également, nous avons prouvé l'efficacité du vaccin RVSV Zebov JP de Merck, qui utilisé en ceinture
donc autour des cas prouvés. Donc on vaccine les contacts de contacts. Vous pouvez également prévenir les maladies à virus à Ebola. Mais malheureusement pour la souche Bundibugyo, on n'a pas fait beaucoup d'études, surtout dans notre pays, et nous n'avons pas encore de vaccins, nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, de traitement curatif. Mais je pense dans les jours à venir, on va certainement mettre en place des candidats vaccins ou des candidats molécules thérapeutiques que nous pouvons essayer et peut-être nous trouverons une solution donc, pour traiter les malades Ebola, Bundibugyo. De toute façon, nous devons savoir que sur les 17 épidémies que nous avons connues en RDC, c'est pour cela que nous disons que nous possédons, n'est-ce pas, l'expertise nécessaire pour gérer toutes ces épidémies. Nous avons eu donc 17 épidémies de maladies à virus Ebola. Et donc de ces 17 épidémies, 15 ont été contenues sans recours à des mesures, à des contre-mesures médicales. Donc on n'a pas utilisé les vaccins, on n'a pas utilisé, n'est-ce pas, les médicaments. C'est simplement des mesures de santé publique, des simples mesures de santé publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le but c'est de rompre, n'est-ce pas, la transmission, la chaîne de transmission, n'est-ce pas, du virus, en isolant les malades. Donc vous détectez vite les malades et vous les isolez, en protégeant le personnel médical. Vous leur donnez, n'est-ce pas, les vêtements de protection, surtout les gants et les désinfectants. Et puis également en veillant à ce que les enterrements se fassent de façon sécurisée. Bon. Donc si vous utilisez ces méthodes-là, vous allez rompre la chaîne de transmission. Et bien sûr, les malades qui présentent des symptômes de fièvre, des maux de tête, etc., vous utilisez donc les traitements palliatifs. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour ces éléments. Monsieur le ministre, je m'y retourne de votre côté. Entre-temps, je vais demander qu'on nous présente les tableaux, disons, la carte de la RDC pour situer les endroits dont vous avez parlé tout à l'heure pour l'épidémie. Le docteur a dit quelque chose de très important que vous aviez dit hier. Donc, on a fait face à 15 épidémies alors qu'il n'y avait ni traitement ni vaccin. Et lorsque nous suivons ce qui s'est dit, notamment dans les médias, c'est un élément d'inquiétude lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, monsieur le ministre. Oui, c'est un élément d'inquiétude, mais c'est un élément d'inquiétude surtout médiatisé parce que, encore une fois, comme on l'a dit hier, on le répète encore, nous avons contenu 15 épidémies d'Ebola, certaines très très impressionnantes, et tout cela, il n'y avait ni vaccin ni médicaments. Je me rappelle l'épidémie de 2018-2020, quand nous sommes arrivés en 2019, nous étions encore avec le professeur Mouyembe pour gérer cette épidémie-là. Et à ce moment-là, c'était Zaïre. Et on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de médicaments spécifiques non plus en ce temps-là. Mais tout a été développé et nous pouvons, pour cette épidémie Zaïre, recourir à cela. Mais cependant, nous rappelons deux choses. La première, c'est que, comme le professeur vient de le dire, c'est vraiment interrompre la chaîne de transmission et prendre en charge les malades le plus rapidement possible. Juste pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, j'ai rappelé hier ici un phénomène qui s'est déclenché, une croyance mystique qui s'est déclenchée, parce que quand la maladie est arrivée, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et comme le premier malade avait été transporté de Bunia à Mungwalu, et que le cercueil était abîmé, la famille a changé de cercueil, a sorti le malade, a mis dans un autre cercueil. Et donc tout ça en se contaminant. Sauf que, quand ils ont fait ça et qu'on a brûlé le premier cercueil, un phénomène a couru en disant c'est le cercueil qui poursuit les gens maintenant. Voilà pourquoi est-ce que la maladie a traîné dans la communauté avant qu'on vienne vers l'hôpital, parce qu'on disait non mais c'est des sorciers, ils nous poursuivent. Et c'est le cercueil qui est en train de poursuivre les gens. Et donc, je dis de ça pour passer un premier message, c'est que
ce n'est pas une maladie mystique. C'est vraiment pas une maladie mystique, c'est un virus. Et c'est notamment en touchant, en manipulant de manière inadaptée le corps du décès, du défunt plutôt, qu'on se contamine davantage. Et c'est ce qui est arrivé. C'est à partir de ce premier cas, à partir de cette cérémonie funéraire, que le virus a explosé. Tout ce qui était autour, bien sûr, ont probablement été contaminés et beaucoup ont développé la maladie et tout le monde a pensé que c'était le cercueil qui le faisait. Donc, on rompt la chaîne de transmission avec les mesures de santé publique. Et on prend en charge rapidement les malades. Comme a dit le professeur Mouyembe, ce virus est moins pathogène que le virus Zaïre. Et donc, si on vous prend en charge pour des mesures de support, par exemple, quelqu'un qui a des difficultés pour respirer, si on l'aide à respirer correctement, quelqu'un qui est déshydraté, si on le réhydrate, quelqu'un qui a fait de l'hémorragie, si on lui redonne, on lui fait une transfusion, eh bien, on arrive à sauver des gens. Et d'ailleurs, comme vous savez, si vous regardez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, j'ai dit qu'on était au-delà de 543 à peu près personnes que nous avons identifiées et que nous avons à peu près 136 décès. Si vous regardez bien, c'est moins de 30%. Alors qu'avec la souche Zaïre, on était au-delà de 80%. Donc c'est vraiment les mesures de santé publique que nous devons appliquer. Il faut annoncer le plus rapidement possible la maladie, ne pas traîner pour que nous puissions vous soigner, mais que nous puissions aussi détecter tous ceux qui sont autour de vous. Deuxième chose que nous faisons, nous traçons toutes les personnes qui ont été en contact avec le malade. Nous suivons et nous essayons de les identifier, de les diagnostiquer. Et troisièmement, nous le faisons avec des mesures de précaution, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PCI chez nous, la protection contre les infections. À côté de ça, le professeur ne l'a pas dit, mais je le répète, le virus que nous avons maintenant est venu de la forêt. J'insiste là-dessus, ce virus est venu de la forêt. Parce qu'il était possible qu'en 2012, quand il y a eu Bundibugyo, que quelqu'un ait gardé ça dans le sang ou dans les spermes pendant des années, c'est possible. Mais le séquençage nous permet de le savoir. Mais le séquençage que nous avons fait est clair que ce virus est venu de la forêt. C'est une nouvelle contamination qui est venue de la forêt. Et cela nous pousse à rappeler aussi qu'il ne faut pas toucher les animaux morts, qu'il ne faut pas manger les animaux morts, et que quand on prépare les aliments, il faut les cuire vraiment sérieusement. Ça détruit le virus et ça rompt la chaîne de contamination. Donc c'est très important. Alors, actuellement, le virus se situe surtout dans l'extrême nord-est de notre pays. Est-ce qu'on peut nous indiquer la carte, s'il vous plaît, comme ça tout le monde peut avoir une vue sur la localisation du virus? Voilà où se trouve le virus dans notre pays. C'est au nord-est, vous voyez, à l'extrême nord-est, c'est là que se trouve le virus. Cependant, c'est frontalier à l'Ouganda, c'est proche du Soudan, la province de l'Ituri est proche de la Chopo et proche du Nord Kivu, où nous avons déjà un cas à Butembo, 2 cas à Butembo, un cas à Goma. Donc c'est important de localiser et de voir que si nous contrôlons bien la chaîne de ce virus, eh ben, on pourra le maîtriser. Je rappelle, parce que les bruits ont aussi couru, il n'y a pas de cas à Kinshasa. Je ne sais pas comment il s'est sorti ça, mais il n'y a pas de cas à Kinshasa. Et donc voilà où se trouve le virus actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va commencer la série de questions, mais je voudrais juste signaler aux professionnels des médias qui sont là que nous avons parmi nous les docteurs Jean Kasseya, qui dirige le Centre africain de contrôle de maladies, autrement dit Africa CDC. Peut-être que d'ici la fin de cet exercice, on pourra spécialement lui donner un mot, parce qu'il est de passage à Kinshasa pour justement voir comment fonctionne notre stratégie des ripostes. On va commencer la série des questions avec Madame Sophie Douce, qui sera suivie de Madame Ange Kassongo. S'il vous plaît, questions directes, précises, pour que les ministres ou les docteurs Mouyembe puissent, chacun ce qui les concerne, donner des éléments d'éclairage. Bonjour.
Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Allez-y, Sophie Douce pour France Inter. Une question. Cette nouvelle épidémie, elle intervient dans un contexte particulier, un contexte de baisse historique de l'aide internationale, avec notamment le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les répercussions concrètes sur le terrain? Est-ce que ça risque pas aussi d'entraver la riposte sur place? Merci, Monsieur le Ministre. Alors très rapidement, oui, ça entrave dans le sens où l'aide est moins importante. C'est vraiment, c'est clair que quand on a une épidémie comme ça, on a besoin de soutien. D'autant plus que le virus ne connaît pas de frontières, et ne connaît pas de race, et ne connaît pas de tribus, et ne connaît rien du tout, il ne connaît pas de nationalité. Et il y a un personnel étranger qui a été contaminé, qui a même été rapatrié dans son pays très rapidement, ce matin d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de l'aide internationale. Les virus nous concernent tous. Et donc c'est à nous tous de nous lever pour pouvoir nous entraider. Et c'est dommage que l'aide baisse, parce que cette aide qui baisse, la conséquence c'est que nous avons moins de protection pour les infirmières. Nous avons moins de recherche scientifique. Parce que là, vous voyez qu'avec la recherche, on a pu trouver un vaccin contre le type Zaïre. Mais s'il n'y a pas d'aide, la recherche va diminuer. Et quand il n'y a pas d'aide, ça veut dire que la prise en charge médicale est importante. Vous savez que nous avons eu Ebola l'année passée. Donc je pense que les gens se rappellent ici que nous avons contenu en 6 semaines. C'est pour ça que j'ai dit que la RDC a l'expertise. L'épidémie d'Ebola-P. Il n'y a pas un pays qui peut conseiller mieux la RDC que la RDC. Parce que nous avons envoyé nos experts aller dans des pays étrangers pour aller aider pour Ebola. Mais cependant, la RDC n'est pas seule. Elle ne peut pas être seule. Vous voyez que le virus est déjà passé en Ouganda. Donc il faut que l'aide internationale puisse venir, et on a de tous côtés soutenu l'aide, enfin soutenu le système de santé pour que nous puissions vaincre le virus. De toute façon, je crois que hier, au cours de la réunion avec le président de la République, le ministre de la Santé a pu évidemment, avec tous les services qui travaillent avec lui, présenter un état des besoins urgents pour lequel les trésors publics va être déjà en mesure de financer pour nous assurer que nous apportons la réponse, en tout cas aux préoccupations les plus urgentes, en attendant évidemment l'aide de partenaires. D'ailleurs, il y en a qui arrivent déjà. Les ministres parlaient de l'UNICEF qui a fait débarquer des avions en Ituri. On va prendre les questions de Madame Ange Kassongo. Bonjour, chères excellences, et bonjour, Dr Mukwege. C'est Ange Kassongo pour Dr. Reuters. Désolée, Dr Muyembe, avec qui j'ai parlé hier soir d'ailleurs. C'est Ange Kassongo pour l'agence Thomson Reuters. Monsieur le ministre de la Santé, vous avez donné tout à l'heure quelques chiffres, notamment les 543 personnes identifiées, mais le nombre de personnes qui sont prises en charge est largement inférieur. Qu'est-ce qui explique cela? Aussi, les centres de traitement, vous n'avez pas donné la capacité. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport aux besoins qui sont demandés sur place? Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore réticentes à l'idée d'être prises en charge, notamment le fait que vous avez dit que la maladie était beaucoup plus relayée comme une information mystique ou peut-être aussi des désinformations? Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une divergence entre le nombre que j'annonce et le nombre de personnes qui sont hospitalisées, tout simplement parce que je vous ai dit que nous faisons de la recherche active. Nous cherchons toutes les personnes qui peuvent avoir des symptômes que nous pouvons identifier comme des symptômes reliés. C'est pour ça que ce nombre ne veut pas dire que ce sont les cas de Ebola. Je dis bien ce sont des cas supposés pouvant avoir Ebola. J'ai dit la même chose pour les décès. Le nombre de décès que nous vous donnons, c'est tous les décès que nous avons identifiés pour lesquels il n'y avait pas nécessairement un diagnostic fait, mais on suppose que ça pouvait être Ebola. C'est 136 comme je vous ai dit. Mais dans les centres de santé, nous avons les malades, les gens qui ont besoin d'être soignés, pas les gens qui ont besoin d'être surveillés. Les 543 à peu près sont les gens que nous surveillons, mais les 69 sont les gens qui sont malades, qui sont dans les structures de soins. Maintenant, par rapport aux réticences, oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, pour vous montrer que c'est important qu'on ne garde pas les malades dans la communauté,
Quand nous avons géré Ebola 2018-2020, une des difficultés que nous avons eues à l'époque, c'est que les malades restaient beaucoup dans la communauté, et d'ailleurs même les prestataires de soins, certains médecins, ou surtout les tradis praticiens, gardaient le malade parce que les malades payaient. Et quand finalement ça devenait très dangereux, ils nous ramenaient. Et c'était trop tard, ils ont déjà contaminé les gens. Et donc les croyances font aussi qu'il y a de la réticence en disant non, mais ce n'est pas une maladie, c'est un mauvais sort. C'est pour ça que nous insistons pour dire que les communautés comprennent que ce n'est pas un mauvais sort, c'est un virus. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en Ituri, ce qu'on m'a dit sur place par notamment le gouverneur et puis par les équipes qui étaient sur place, c'est qu'après notre déclaration, après notre conférence de presse qu'on a faite samedi ici, où nous avons dit que c'était Ebola, eh bien, le phénomène a beaucoup diminué. Les gens maintenant ont compris que ce n'était pas le cercueil, que c'était vraiment un virus. Oui, il y a de la réticence, mais c'est le travail que nous devons tous faire pour que cette réticence diminue. Alors la capacité d'accueil est proportionnelle au nombre de malades. Nous avons amené, comme j'ai dit, des éléments pour monter tous les centres de traitement. On a 3 sites là-bas, le site de Mongwalu, le site de Rwampara et le site de Bunia, où nous avons des capacités, en tout cas par rapport au nombre de malades, nous avons suffisamment de capacités qui sont en train d'être montées pour prendre en charge. Excusez-moi, Monsieur le ministre, juste pour rebondir à la question, la réponse que vous avez donnée à ma collègue qui a posé la question tout à l'heure. Vous avez dit qu'un citoyen a été reconduit dans son pays ce matin. Est-ce qu'il s'agit du citoyen américain qui a été reconduit dans la nuit ou bien il y a un autre citoyen étranger? Il y a eu un seul citoyen qui a été reconduit dans son pays. Il s'agit de quelle nationalité? Il y a eu un seul citoyen qui a été reconduit. Vous avez la dans son réponse. pays. On va prendre la question qui sera suivie de M. John Kanyunyu, puis ce sera Pascal Mulengwa. Merci, Excellence. Ma petite question, c'est de savoir quelles sont les mesures de sécurité qui ont été prises pour le personnel de santé qui sont précisément en Ituri, qui est déjà une zone où la sécurité pose problème. Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été prises pour ces prestataires de santé? Aussi, une deuxième petite question, c'est celle de savoir les niveaux de collaboration qu'il y a entre le gouvernement et les différents partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, dans la riposte qui est organisée contre cette épidémie. Merci. Merci beaucoup. Alors, les mesures de sécurité, bon, d'abord, vous savez que l'Ituri, c'est une province qui est gérée par un gouverneur militaire. Ouais. Donc, les mesures de sécurité sont là. Je veux juste vous dire que nous avons pu déplacer des malades nuitamment de certains endroits, notamment de Nyakoundé vers Bunia, la nuit par ambulance. Donc, nous avons pris avec le gouverneur les mesures de sécurité pour sécuriser d'abord la population en général, mais aussi pour sécuriser les prestataires. Par contre, dans votre question, ce qui est plus intéressant, c'est la sécurité personnelle de chaque prestataire. Malheureusement, je dois encore l'annoncer, nous avons perdu 4 prestataires de soins, comme nous en avons perdu déjà aussi à Boulapé, parce que malheureusement, quand la personne vient pour la première fois, personne ne pense que c'est Ebola. Et donc, malheureusement, les personnes se contaminent. D'ailleurs, le premier cas que nous avons, c'est un cas index qui est un infirmier. Et donc, ça montre que la protection individuelle, donc ces fameuses PCI, protection contre l'infection, c'est vraiment la première mesure. Et c'est pour ça que je vous ai dit que quand je suis parti dimanche, parmi le lot que j'ai amené déjà dimanche avec l'OMS, c'est vraiment les équipements de protection individuelle. Et pour la deuxième question, je vous réponds en disant déjà que dimanche, on est parti déjà avec l'OMS qui a déjà amené beaucoup, 5 tonnes, je pense que j'avais amené le dimanche. Mais là maintenant, UNICEF est sur le tarmac de l'aéroport de Bunia maintenant, avec 14 tonnes. Donc la collaboration avec les partenaires est très bonne. Nous avons Africa CDC, vous voyez que le DG est dans la salle. Donc nous avons une très bonne collaboration avec les prestataires. Beaucoup de pays se sont déjà manifestés, notamment la Grande-Bretagne, qui se sont déjà manifestés pour pouvoir aider. Donc je pense que le mouvement d'entraide internationale se met en place et ils reconnaissent que nous savons ce qu'il faut faire et que nous pouvons leur dire voici quels sont nos besoins et nous les exprimons au travers de notre plan de riposte qui est déjà fait.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va prendre la question de Monsieur John Kanyunyu. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations qui s'adressent au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, l'opinion constate qu'il y a deux acteurs qui semblent s'entrecroiser dans cette phase des luttes contre cette 17e épidémie d'Ebola. Entre l'INRB, qui n'a pas de moyens depuis un certain temps, et l'INSP, qui finalement prendra le lead dans cette lutte. Que privilégiez-vous en fait entre l'efficacité sur le terrain, l'expérience ou l'institutionnel, car la vie de nos compatriotes en dépend. Ma deuxième et dernière préoccupation venait de dire qu'il y a un lot de matériel qui est arrivé à Bunia, mais en entrant ici, je venais d'être en contact avec certains infirmiers qui me disent que, en tout cas, il n'y a pas de matériel de protection. J'ai appelé même Boutembo, il s'habite au même cas. Quand est-ce que vous allez faire cette distribution pour protéger ces personnels soignants qui s'occupent des malades? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reprends la deuxième question très rapidement en disant qu'on a tendance toujours à partir d'un cas et généraliser. Et ça, c'est vraiment une déformation qu'il faut de temps en temps relativiser, parce que je viens de vous dire qu'on a amené 5 tonnes. 5 tonnes. Donc, le temps, effectivement, de distribuer tout, on a amené à Bunia. Et Bunia, par rapport à Boutembo, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas toujours partir d'un cas, quelqu'un qui vous dit « moi, je n'ai rien vu », pour dire « c'est comme ça la situation ». Et donc, je crois que par rapport aux équipements, je vous dis que sur le tarmac, maintenant, on est en train de décharger des choses. Donc, que les personnes comprennent quand même qu'il y a aussi un temps de latence. La logistique, ce n'est pas en une fraction de seconde. Le temps que ce soit déployé, que les avions décollent, que ça arrive sur les tarmacs, qu'on débouche. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Mais soyez certains que nous disposons pour la riposte de tout ce dont les prestataires de soins auront besoin. Maintenant, pour la première question, je ne comprends même pas. C'est comme si vous me dites dans la famille, pourquoi il y a 2 enfants dans la famille. Mais chacun a un rôle très précis. L'INRB, c'est notre laboratoire national de recherche biomédicale. C'est l'INRB qui nous dit c'est tel virus. On va dire c'est le juge suprême qui nous dit c'est tel virus. L'INSP, c'est l'Institut national de santé publique, la surveillance. Donc c'est comme pour me dire pourquoi vous avez 2 bras, gauche et droite, lequel vous privilégiez? Chacun a son rôle. On ne privilégie ni l'un ni l'autre, chacun a son rôle. Docteur, je vous ai vu sourire, vous avez envie de faire un petit commentaire? Non, je dis simplement nous sommes complémentaires. Hein. Je pense que les rôles sont bien partagés. Nous, on fait surtout de la recherche et également les diagnostics, pas seulement pour la surveillance. Nous faisons le diagnostic pour les cas cliniques, également pour la recherche. Nous pensons que nous travaillons ensemble pour les biens de notre pays. Je ne vois pas de contradiction entre les deux ou les concurrences entre les deux institutions, parce que chacune a son rôle. Et ça, c'est très important. Nous l'avons fait à l'époque. Nous étions en même temps les chercheurs, en même temps celui qui fait le diagnostic, en même temps celui qui combat les épidémies sur le terrain. Mais c'est trop de travail. C'est comme ça que Son Excellence a créé l'Institut de santé publique qui a pour rôle vraiment les opérations de terrain, la logistique, l'organisation de la lutte sur le terrain. Tandis que nous, c'est surtout la recherche et également la surveillance biologique au laboratoire. Voilà. Mais je pense quand même que cette question vient du fait qu'on se dit, est-ce qu'on soutient de la même manière? C'est vrai que dans notre pays, la recherche n'a pas été souvent bien soutenue, et c'est une question très importante parce que grâce à la recherche, nous avons pu identifier, avoir un traitement. Donc vous connaissez la molécule Ebanga qui est efficace dans le traitement d'Ebola Zaïre. C'est grâce à la recherche du professeur Muyembe. Grâce à la recherche, on a les vaccins. Et donc je pense effectivement que votre question vaut la peine pour dire que nous devons faire davantage pour investir dans notre recherche. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Pascal Moulegua, puis ce sera Eric Izami qui sera suivi de M. Touveroundi.
Merci. Monsieur le ministre, parlant de l'INRB, à l'ère du bioterrorisme, l'INRB, des constats, ne bénéficie vraiment pas du même appui. Parce que quand on arrive à l'INRB, on se demande si c'est vraiment ici où il y a un laboratoire qui contient tous les virus. Donc, quand vous y arrivez, on se dit que c'est là où on devrait trouver la garde républicaine ou la police ou les unités antiterroristes. Et parlant de l'appui du gouvernement, à moins que le docteur Muyembe me contredise, mais l'appui du gouvernement à l'INRB se limite à la prise en charge des fonctionnaires, donc la rémunération des fonctionnaires, mais ce n'est pas le cas pour les frais de fonctionnement. Vous parlez d'une main gauche et droite, mais qui ne sont pas considérés de la même façon. Comment allez-vous gérer la riposte à Goma à l'heure où l'aéroport international est fermé et les Rwandais ont fermé également leurs frontières, donc il n'y a pas d'entrée sur leur territoire? Comment allez-vous gérer cette riposte? Le docteur Kassia est dans la salle, peut-être qu'il le dira après. Les Américains, pour eux, ils trouvent que c'est un danger. Ils ont quasiment annulé tous les rendez-vous qui étaient prévus pour cette semaine. Je crois que c'est pour tous les mois. Nous approchons de la Coupe du Monde. On se dit que peut-être que la RDC ne pourra pas voir ses supporters sur le territoire américain. Monsieur le ministre de la Communication, puisque c'est votre question, comment est-ce que Kinshasa commente cette question? Professeur Muyembe, quand on parle d'Ebola, on vous voit, vous, l'individu. Est-ce que les Boudibungyo de 2012, les Ougandais également ont confirmé que c'est la même souche, mais dans la souche, il y a des souches des souches. Et c'est vraiment la même souche de 2012 qui est là, parce que vous suivez dans un média périphérique, vous disiez que c'était un nouveau-né dans une famille. Merci. Voilà, alors, peut-être qu'on va commencer par vous, professeur, et puis nous allons revenir vers le ministre de la Santé. Bon, je pense que notre force, c'est vraiment d'avoir séquencé les génomes complets du virus Bundibugyo en moins de 24 heures. Alors, ce que nous avons trouvé, c'est que le virus de Bunia, c'est un variant de Bundibugyo qui est distinct du variant de 2007 et de 2012. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est une entrée ou une sortie d'une infection zoonotique. Donc, à partir d'un animal, on a été infecté. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je n'ai pas dit que c'est un nouveau virus. Nous disons simplement que c'est un variant du virus Bundibugyo, oui, qui est distinct du variant de 2007 trouvé en Ouganda et du variant 2012 qui a causé l'épidémie à Isiro. Oui, oui. Donc, quand vous voyez donc l'arbre phylogénétique, ce virus se trouve au milieu de ces les deux premiers variants. C'est ça. Mais écoutez, nous tous ne sommes pas des microbiologistes. Il faut donc, pour un débat qui requiert l'avis des spécialistes, que nous tous on s'abstienne de tirer des conclusions sur des matières qu'on n'a peut-être pas bien compris. Monsieur le ministre, peut-être qu'en complément à ce que le docteur disait tout à l'heure, il faut nous aider, nous les amateurs, à comprendre. Zaïre, Soudan, Bundibugyo, tous c'est Ebola. Alors, d'abord, le virus actuel, c'est Bundibugyo. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Maintenant, nous, à notre niveau, on va vous dire, quand on regarde, eh bien, génétiquement parlant, c'est au niveau des gènes. À la limite, vous n'en avez pas besoin de ça. Mais c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on sait que le virus que nous identifions, c'est celui qui traîne dans le corps de quelqu'un depuis 2012, en ce moment-là, c'est différent pour nous que de savoir que c'est un virus qui est venu de la forêt encore. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début. J'ai dit, grâce au génome que nous avons pu... Du monde animal. Oui, peut-être c'est la forêt, peut-être c'est la savane. C'est peut-être la savane. Oui. Donc plutôt du monde animal. Du monde animal. Donc on sait ça. Donc nous, ça nous intéresse ça
Mais pour vous, sachez que c'est Bundi-Boudio, il y en a 3. Il y a Soudan, Zaïre, Bundi-Boudio. C'est comme vous avez 3 enfants de la même famille. Bon, ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous le même teint, mais on sait que ce sont les mêmes personnes. Et donc, c'est vraiment ça. Oui, c'est tous Ebola. C'est Ebola. Donc, ça donne une fièvre hémorragique. Voilà, c'est Ebola. Docteur, on va revenir sur vos questions, mais une parenthèse, docteur Muyembe, vous avez parlé du monde animal. Nous avons suivi notamment sur un média international un médecin dire que si on a cette répétitivité des virus en RDC, c'est parce qu'on s'est nourri notamment des chauves-souris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la surveillance, je ne peux pas dire récurrente de ces virus, mais tout au moins sur la surveillance de ces virus, souvent en République démocratique du Congo? Bon, voilà, il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. D'abord, si nous voyons la première épidémie, c'est en 1996. Et puis, on a passé 20 ans ou 19 ans pour avoir l'épidémie de Kikwit, 1995. Entre Yamboukou et Kikwit, c'est à peu près 1000 km. Ce qui veut dire que ce n'est pas un virus qui est venu de Yamboukou pour venir infecter des personnes à Kikwit. Cela veut dire que le virus Ebola circule donc du nord au sud. Et puis en 2007, c'est Mweka. 2007, 2008, 2009, c'est Mweka et Kampungu. Et donc, le virus circule également au centre du pays. Et puis maintenant, nous allons à l'est. On a vu donc toutes les épidémies qui viennent. Ce qui veut dire que le virus circule vraiment partout dans notre pays, sauf peut-être le Grand Katanga. Jusqu'à présent, on n'a pas d'épidémie de ce côté-là. Alors, pourquoi oui. Et puis à partir de l'épidémie de Kikwit, les épidémies sont de plus en plus fréquentes. De plus en plus fréquentes, presque chaque année ou tous les 2 ans. Et cela est dû à quoi? Bon, il y en a qui ont dit, bon voilà, c'est parce que notre système de surveillance s'est amélioré, donc on détecte vite une épidémie. Peut-être c'est vrai, mais je pense que cette fréquence est due au fait des relations entre les personnes et leur environnement. Donc, les Congolais fréquentent de plus en plus, n'est-ce pas, la profondeur des forêts et entrent en contact avec les réservoirs du virus ou avec le virus lui-même et ils sont infectés. Un autre facteur, c'est la viande de brousse. La viande de brousse, c'est une source principale, n'est-ce pas, de protéines pour les Congolais, du moins ceux qui habitent en milieu rural. Il n'y a pas de poulet là-bas, il n'y a pas n'est-ce pas, de viande de bœuf et ainsi de suite. Donc, on se contente de fruits de la chasse. Voilà. Et nous avons vu au Gabon, par exemple, chaque épidémie d'Ebola chez les hommes est précédée par une épidémie de chimpanzés, de singes, ainsi de suite. Et les chasseurs qui vont donc ramasser les singes morts, trouvés morts en forêt, se font contaminer et puis viennent à l'hôpital et puis contaminent les infirmiers, les médecins. C'est le début, n'est-ce pas, de l'épidémie. En plus de ça, je crois qu'il y a le changement climatique. Le changement climatique doit jouer un rôle important dans la fréquence. Et tout ça dans un pays qui a un écosystème très riche et diversifié, favorable donc à l'émergence des pathogènes comme les fièvres hémorragiques, ainsi de suite. Voilà, Monsieur le Ministre, on va revenir sur les questions qui vous ont été posées. Oui, mais merci beaucoup. Alors, la première question, c'est toujours sur l'INRB. Je répète, et je l'ai dit, que nous n'avons pas soutenu, en tant que pays, suffisamment la recherche dans notre pays. Et c'est un effort qu'on doit continuer à faire. C'est pas, je ne pense pas qu'il y a de la mauvaise foi quelque part, mais c'est le fait que la recherche, de manière générale, n'a pas été beaucoup soutenue. Mais malgré ça, l'INRB a produit beaucoup de résultats, notamment des doctorants, beaucoup de chercheurs, beaucoup de professeurs sont sortis de l'INRB. Et ça, c'est sûr, quand vous regardez sur le long temps, vous voyez que la production était très positive. Beaucoup avec le soutien
de partenaires, que ce soit le Japon, que ce soit la France. Mais c'est vrai que l'investissement que nous devons faire en tant que pays dans la recherche doit continuer. Maintenant, par rapport à Goma avec la frontière fermée, oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord, j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est le règlement sanitaire international. On doit laisser circuler les personnes et les biens, mais on doit mettre les mesures de santé publique. C'est le règlement sanitaire international. C'est la même question pour les Américains. Eux, les Américains, ils décident ce qu'ils veulent pour chez eux, mais moi je vous dis, c'est que le règlement sanitaire international, ce n'est pas parce que la situation est beaucoup plus grave, c'est parce qu'eux, ils évaluent le risque pour eux avec leur propre modèle, mais le règlement sanitaire international ne nous dit pas qu'il faut fermer la frontière quand il y a une épidémie. Non, il est évident que sur ces cas, s'il faut y revenir, d'abord sur le cas des Américains, je pense que c'est une mesure qui a été prise à Washington, au regard justement des éléments sûrement d'information qu'ils ont eu par rapport à l'épidémie. Mais n'oubliez pas que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou de l'INRB, nous sommes justement en discussion avec les gouvernements américains, parce qu'il est évident que parfois, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, il faut savoir que le virus est localisé et qu'il y a un travail en cours. Nous vivons peut-être dans un monde où il y a eu coronavirus, Covid, il y a eu hantavirus dont on parle, et d'ailleurs quelqu'un me disait, hantavirus dont on parle à ces jours, on aurait déploré que 4 morts, c'est un médecin qui me le disait. Et donc, vous voyez qu'il y a des précautions qui sont prises. Mais nous allons nous assurer, dans les cas de la relation et des discussions que nous avons avec les autorités américaines, que toutes les informations soient données en termes justement d'assurance, que les populations ne sont pas contaminées. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la communication, il y a un travail important qui va se faire. Première chose. Deuxième chose, je crois que c'est le docteur Muyembe qui me disait hier, c'est que le ministre a dit, c'est que le Rwanda ne peut pas, en aucun cas, fermer la frontière. C'est un nouveau signe d'ailleurs, qui montre qu'en réalité, les Rwandais doivent quitter rapidement d'ailleurs notre sol. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que s'il faut faire le traçage ou les suivis des cas là-bas dans les Nord Kivu, à Goma, vous avez l'agresseur, l'occupant qui ferme sa frontière. Pensez-vous que c'est lui qui ferme sa frontière peut se mobiliser particulièrement pour venir donner l'appui qu'il faut au système de santé en ces temps d'épidémie? Je crois qu'avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, cette fermeture de frontières est un geste de mauvaise foi qui prouve à suffisance que la vie des Congolais ne vaut pas. Et donc nous pensons que s'il faut qu'on donne une riposte efficace au regard de cette épidémie pour les cas qui à Goma, il faut que le Rwandais quitte notre territoire et leur supplétif d'ailleurs. Comme ça, nous serons plus à l'aise, plus à même. Le ministre de la Santé, pourquoi pas lui-même, et les docteurs Muyembe pourront aller sur place pour s'assurer de la qualité de la riposte que nous donnons. Parce qu'il faut rappeler ici que pour le président de la République, toutes les populations qui sont affectées par ces virus doivent bénéficier de l'encadrement qu'il faut en termes de soutien du gouvernement. Et même pour ceux qui sont dans les territoires sous occupation, nous y travaillons. Peut-être, docteur, vous aviez peut-être voulu revenir sur la question de la chauve-souris avant qu'on ne prenne la prochaine question. Oui, je pense que ma réponse n'était pas complète. Non? Vous avez parlé de chauve-souris. Bon, les chauves-souris, pour nous, ce sont des réservoirs potentiels de virus Ebola. C'est-à-dire des animaux qui sont infectés, qui portent le virus, mais qui ne tombent pas malades. Mais dans leur sang, le virus circule. Et quand vous dépecez donc une chauve-souris, il y a des chauves-souris qui sont vraiment grosses comme des poulets. Ce que nous avons vu à Luebo et à l'Équateur, ces chauves-souris sont consommées par la population. Et vraiment, si vous faites la dissection, les bréchets ici, la viande est comme ça. Hein? C'est comme un poulet. Bon, je n'ai pas mangé, mais enfin, donc la manipulation de la viande de chauve-souris infectée
peut donc être à l'origine d'une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ou heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore isolé le virus Ebola chez les chauves-souris. Tandis que le virus de Marburg, qui est un virus cousin d'Ebola, a été déjà isolé chez les chauves-souris qui vivent dans les grottes, dans les grottes, ou bien dans les mines d'or, par exemple, à Ouatsa, à Gouroumbwa, les mines de Gouroumbwa. Le plafond s'est rempli de chauves-souris. Nous avons fait les mêmes études ici dans les grottes de Kimpese, mais ce sont plutôt des petites chauves-souris, mais nous n'avons pas détecté le matériel génétique du virus Ebola. Voilà. Allez-y, monsieur le ministre. Pour compléter sur le Rwanda, ils avaient eu une épidémie au virus Marburg, qui est un des virus les plus dangereux. Nous n'avions pas fermé notre frontière. Donc, c'est très important que, pour des questions d'épidémie de santé publique, que même les tortionnaires se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, on va prendre la dernière série des questions après celle de M. Eric Izami. Allez-y. La prochaine, ce sera Mme Solène Caron de Brut Afrique. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je m'en voudrais si je ne jette pas de fleurs à M. Muyembe Tanfon pour le travail qu'il a fait depuis. En 1976, je n'étais même pas encore né, je n'étais même pas de projet. Mais depuis, vous êtes là en train de vous battre pour apporter des solutions à ces graves problèmes. Mais vous êtes un humain. Je vais toujours souhaiter que vous puissiez vivre au-delà de 100 ans. Ah, mais... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que, si jamais il y aura toujours de répétition de cette épidémie, nous, Congolais, nous pouvons nous imaginer qu'il y a beaucoup d'autres Muyembe qui existent déjà pour que le Congo puisse toujours perdurer dans les temps. Ça, c'est la préoccupation que j'avais. Si vous créez aussi de la relève autour de vous et à travers le pays. Et puis, en des termes simples, une famille qui a peur, une famille congolaise, elles vous suivent, elles sont nombreuses, qui a peur aujourd'hui du lendemain. Vous lui dites quoi simplement? Que faut-il qu'elle fasse pour être à l'abri de ces dangers qui arrivent, Bundi Bunyo, Ebola, etc. Et puis au ministre de la Santé, je voudrais savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ce qui se raconte aujourd'hui par rapport à cette épidémie, le 17e épisode. C'est une question vague. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est peut-être pas au ministre des démêlés, mais bon, on pourra justement y revenir. Docteur, la relève. Oui, je pense que, bon, je suis heureux parce que j'ai battu, n'est-ce pas, le record de longévité au ministère de la Santé. Mes collègues, par exemple, du PEV ou bien de programme contre le palu, bon, leur longévité, c'est la longévité du ministre qui l'a nommé. Mais moi, j'ai fait, je crois, 42 ans à l'INRB, sans être bougé. Je ne sais pas pourquoi les ministres ne bougent pas. Mais bon, nous faisons vraiment du bon travail à l'INRB. Et la relève, ça, c'est vraiment mon plus grand souci. Quand je suis arrivé à l'INRB, j'étais le seul PhD, comme on dit, quelqu'un qui a fait un doctorat en virologie. Maintenant, nous sommes combien? Nous sommes 42. 42 qui sont vraiment capables de faire ce que je fais, et d'ailleurs, ce sont eux qui font. Et par exemple, le docteur Mwamba, qui est là, oui. Ah, vous êtes où ça? Là au fond, oui. Oui, le docteur Mwamba, qui est maintenant le directeur général de l'INSP, il peut dire, lui-même, il peut témoigner, lors de l'épidémie de Yambuku, de Isiro, en 2012. Je suis parti le premier sur place, j'ai mis en place les structures, etc. Après, je crois, 1 mois ou 2 mois, le docteur Kebela, qui était le directeur
de la direction de lutte contre la maladie m'a remplacé. Lui aussi fait un certain temps. Et puis après Kebela, c'était le docteur Mwamba qui avait donc dirigé la riposte contre la maladie à virus Ebola Bundibugyo. Voilà, ce sont des exemples concrets. Et les épidémies de Nord, Sud, Kivu et Ituri de 2018-2020, mon adjoint, c'était le professeur Steve Aoka. C'est lui qui était tout le temps sur le terrain. Et il a fait du très bon travail. Et à l'université, ce sont eux qui donnent cours maintenant aux étudiants. Moi, je suis professeur émérite. Oh, je mérite. Hein? Voilà, donc là, vraiment, ça va très bien. Et l'autre question, c'était quoi? C'était la question pour le ministre. Qu'est-ce que vous dites à une famille qui a peur, une autre famille qui peut-être ne croit pas forcément à nos autorités officielles, même si elles nous disent des vérités, mais il y en a d'autres qui ne croient pas. Mais vous, en tant qu'expert en la matière, vous dites quoi à cette famille qui a peur, qui développe une... Non, ce que nous faisons vraiment pendant la riposte, c'est bâtir d'abord la confiance dans la communauté. Oui. Et il faut que vraiment... Et nous, ce qu'on avait fait, parce que quand nous avions surtout utilisé les prestataires qui venaient de Kinshasa, parlaient lingala et étaient fiers d'eux-mêmes, bon, ça a créé vraiment un climat de méfiance dans la population. Et nous avons commencé à engager les autochtones qui parlent la langue, le swahili et la langue locale. Ainsi, la population se retrouve, il va dire, oui, ce sont nos enfants, et donc ce qu'on dit là, c'est vrai. Tu vois? Donc, c'est question vraiment de comprendre d'abord la psychologie de la population et à utiliser des stratégies qui augmentent la confiance de la population dans les équipes de la riposte. Tout à fait. Merci. Nous aurons le temps de revenir dessus, de rappeler encore, justement, avec le ministre de la Santé, les mesures préventives qu'il faut prendre. Allez-y, M. Touvert, une question, et puis ce sera Mme Solène Caon qui sera suivie de Thomas Ribot. Merci, M. le ministre, pour la parole m'accorder. Monsieur le ministre, je reviens à vous, parce que pendant cette période, tout le monde devient expert sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est déjà mis en place pour contrer ces fausses ou ces vraies fausses informations autour de l'épidémie? Et peut-être au ministre ou au docteur, la population du Kivu se pose la question, on dit on a envoyé les échantillons à l'INRB. Est-ce que l'INRB Kinshasa est en contact direct avec l'INRB Goma pour rassurer que ce qui s'est fait est pris en charge? Et enfin, peut-être, on bloque les gens qui viennent de Butembo vers un village, spécialement à Kitsumbiro, parce qu'ils viennent de Butembo et que ceux qui viennent du côté occupé peuvent passer sans être testés. Est-ce qu'il y a une raison pour bloquer ces populations-là? Je veux revenir sur la question qui me concerne, mais je souhaite que le ministre réponde à la question sur Butembo et sur le Nord. Je viens de répondre en disant que d'abord le règlement sanitaire international interdit qu'on ferme les frontières. Alors si les frontières internationales, on ne les ferme pas, pourquoi nous on va mettre des frontières à l'intérieur? Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'instruction officielle pour bloquer les personnes quelque part. C'est probablement un excès de zèle à ce niveau-là qui peut justifier ça. Mais nous n'avons pas donné ça comme mesure de santé publique, parce que c'est souvent une mesure qui donne d'ailleurs les résultats contraires. Les gens fuient et on n'a plus de contrôle du tout et la maladie va dans tous les sens. Donc, il n'y a pas cette mesure-là que nous, on a donnée. On va vérifier pour savoir qui c'est qui fait des barrages là pour bloquer les gens. C'est clair, hein? OK. Alors, sur la question que vous avez posée, mécanisme, c'est pourquoi nous faisons cette communication. Nous étions ici à 1h30 du matin et nous nous sommes déjà accordés avec les services du ministère de la Santé pour nous assurer qu'au quotidien, le rapport sur la situation soit rendu public. Parce que nous, justement, dans notre devoir de redevabilité, nous sommes obligés
d'être transparent parce que nous n'avons rien à cacher. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous exposons notre savant en matière de virologie, les docteurs Muyembe. C'est justement pour construire cette confiance que nous devons tous avoir par rapport au travail qui est en cours. Je rappelle encore la phrase du ministre de la Santé tout à l'heure, qui a peut-être pas plus grands experts en matière de gestion des épidémies d'Ebola que les Congolais. Et donc, il faut considérer que nous sommes pleinement conscients qu'avec les réseaux sociaux, la désinformation, il y a un risque. Et c'est pour ça que nous allons nous assurer dorénavant et au quotidien de donner la bonne information. La télévision nationale va s'y mettre, mais c'est l'interpellation que nous faisons à tous ceux qui nous suivent, les journalistes, les médias, les influenceurs et tous ceux qui peuvent communiquer, ou les communicateurs, puissent relayer le bon message. Voilà. Peut-être renchérir là-dessus pour donner une information, enfin, pour corriger quelque chose. À un moment, ça circulait. Tiens, on a pris le malade en retard. C'est pour cela que la maladie s'est diffusée. Vous savez, il y a une règle en épidémiologie qui dit 7-1-7. C'est-à-dire que dans les 7 jours d'un phénomène, on doit pouvoir le repérer et puis finalement l'annoncer. Et on doit informer les gens en 24 heures. Et puis, on doit réagir dans les 7 jours qui viennent. Alors, comptez un peu que la première vague, c'était le 5 mai, et que moi, j'étais déjà sur terrain le dimanche, c'était quoi, 17 hein? Oui, le dimanche 17. Vous voyez que c'est moins de 12 jours où tout ça a déjà fait. On a même déjà identifié le virus, on a déjà séquencé. Donc, c'est vraiment, effectivement, les fausses rumeurs, ça va très, 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 très vite. Et encore une fois, l'expertise, je crois qu'on ne s'en vante pas, mais quand on a un Muyembe avec nous, on peut se vanter quand même. C'est évident. Madame Solène, allez-y, vous serez suivie de Monsieur Thomas Ribot, et puis nous prendrons Madame Sergine Réma. Messieurs les ministres, Dr Muyembe, bonjour. Comme vous venez de l'évoquer, on a pu entendre que les premiers cas, ils avaient été testés négatifs au variant Zahir, ce qui aurait considérablement ralenti la rupture des chaînes de contamination que vous évoquiez plus tôt. Du coup, ma question, c'est pourquoi les malades, si c'est vraiment le cas, n'ont-ils pas également été testés automatiquement pour le variant Bundibugyo, notamment au vu de l'épidémie qui a déjà eu lieu en 2012 ? Est-ce que c'est lié aux spécificités de cette nouvelle forme de variant que vous évoquiez, Dr Muyembe ? Est-ce que c'est une question de protocole, de moyens, un problème d'anticipation ? Merci. Alors, je viens de dire, vous avez utilisé un mot que je dois corriger quand vous dites considérablement. Je viens de vous dire qu'il y a une règle qui dit 7-1-7. Et quand je vous regardez le temps, vous dites, mais c'est vraiment ça qu'on a suivi. Et deuxièmement, on vous a dit que nous avions une épidémie, nos épidémies, c'était Zahir. Donc nos cartouches étaient préparées pour Zahir. Et comme les autres ne venaient pas, ces épidémies-là, mais on a le laboratoire central capable, lui, de faire tout. Donc il fallait que des échantillons quittent le laboratoire de Bunia pour arriver au laboratoire central. Donc c'est pas que... Sinon on mettrait tous les tests de toutes les maladies partout. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Merci. Monsieur Thomas Ribot, allez-y pour votre question. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le docteur Muyembe. Ma question s'adresse à vous. Vous avez évoqué succinctement le rôle du changement climatique dans la recrudescence d'épidémies. Essayez de hausser un peu le micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions être sûrs de bien vous suivre. Excusez-moi. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le docteur Muyembe. Docteur, c'est votre question. Ouais. Oui, vous avez évoqué le rôle du changement climatique dans l'émergence et la recrudescence d'épidémies d'Ebola dans le pays. Est-ce que vous pouvez simplement expliquer concrètement en quoi le changement climatique favorise l'émergence et la recrudescence des épidémies d'Ebola dans le pays? Oui, c'est très complexe. Donc, le changement climatique, si nous prenons simplement le réchauffement, ça favorise la pullulation des arthropodes, des insectes, qui peuvent être porteurs, n'est-ce pas, des virus. Également, par exemple, les chauves-souris, je crois qu'ils se multiplient beaucoup plus vite lorsqu'il y a certaines chaleurs, donc ces changements climatiques qui amènent la chaleur. Ça favorise également donc la multiplication
des animaux, tels que les chauves-souris, qui pourront être, n'est-ce pas, les vecteurs n'est-ce pas, du virus. Également, sur le plan nutritionnel, etc., il y a pénurie des céréales ou bien de maïs, etc. Donc, ça pousse les fermiers à aller vraiment en profondeur de la forêt. Et là, il y a beaucoup de chances qu'ils rencontrent aussi les vecteurs, n'est-ce pas, ou les réservoirs du virus. Et donc, changement donc des activités humaines dues au climat, changement de la nutrition, de l'alimentation, pullulation des insectes porteurs de virus, tout ça donc peuvent être des facteurs qui favorisent donc l'émergence de pathogènes comme les virus de fièvre hémorragique. Et je veux quand même compléter la réponse du docteur Muyembe en disant aux journalistes, n'allez pas dire les insectes transportent Ebola, parce que dès qu'on cite un mot maintenant, on l'utilise. Le professeur Muyembe parle en général du changement climatique et des conséquences sur les pathogènes, donc tout ce qui peut donner des maladies. N'allez pas dire que le professeur Muyembe a dit, parce que souvent, c'est ce qu'on voit, que le professeur Muyembe a dit les insectes transportent le virus Ebola, parce que ça va être la totale, quoi. Je crois que c'est une précision importante, parce qu'évidemment, avec les réseaux sociaux, quelqu'un disait tout à l'heure qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a cette vigilance à avoir. C'est des sujets très techniques. Vous avez suivi la question de M. Moulegua tout à l'heure et les réponses. Lorsqu'on commence à parler déjà des génomes, je ne sais pas si nous tous nous sommes en mesure de comprendre ce que ça veut dire. Ou lorsqu'on parle de gènes, il faut comprendre que le sujet, il est technique, il est spécifique et qu'il faut toujours, par précaution, s'abstenir de faire des commentaires sur ce dont on n'a pas la maîtrise. Madame Gino Rehema, et puis on prendra la dernière question de M. Patrick Issot avant de donner la parole au docteur Jean Kasseya qui assiste spécialement à ces briefings. Docteur Muyembe, quand est-ce qu'on peut avoir le vaccin contre ce variant? Vraiment, donnez-nous avec des précisions, parce que vous avez dit que vous allez engager des recherches. Mais ça vraiment, fonctionne on a besoin pas comme de ça, précisions. Madame Tabou. Ce n'est Et pas la deuxième automatique. question, le budget. Le budget nécessaire pour la riposte, quelle est la part de la RDC et aussi de la communauté internationale? Une dernière question, ministre de la Santé. Ministre, la prise en charge du personnel. Et aux Alandenge Morotenaba, il y a pandémie Covid. Cette fois-ci, vous allez leur prendre en charge, vous réclamer Tebatambola Lisusu, Debatambola qui les lambons, la bangwa musala. Merci. Docteur, le vaccin contre Bundibugyo, est-ce que Ebanga suffit? Non, Ebanga ne va pas, en principe, ne va pas agir. Ebanga est vraiment beaucoup plus spécifique de Ebola Zaïre. Pour le moment, on pense qu'on peut avoir une certaine protection croisée avec le vaccin de Merck, Erzebo. Il est possible d'avoir donc une protection croisée. Pour ça, il faut faire quelques études, pas d'essais cliniques, mais en tout cas, donner, par exemple, le vaccin à certaines personnes et voir quelles sont les personnes qui vont développer la maladie et quel est le nombre de personnes qui seront donc protégées par ces vaccins. Mais il existe aussi, n'est-ce pas, des vaccins dans les tiroirs de recherche, dans certains centres, dans certaines institutions de recherche, par exemple en Amérique ou bien à UK, on en parle, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il faut voir peut-être à la fin de l'épidémie, peut-être on peut dire qu'on a trouvé un vaccin, mais il faut patienter. Voilà. Monsieur le ministre, pour les aspects qui vous concernent. Alors, pour ce qui est du budget, comme j'ai dit, notre plan est finalisé. Nous sommes en train de regarder combien ça va nous coûter au total, mais c'est toujours des chiffres qui sont aléatoires, étant donné qu'on ne connaît pas l'expansion totale de l'épidémie au début de l'épidémie. Mais si on se réfère à ce qui s'est déjà passé avant, c'est vraiment des centaines de millions de dollars pour gérer ça. Je vous donne un exemple. Il faut aller chercher tous les contacts des malades.
Ça veut dire qu'il faut des motos, il faut des véhicules. Parfois, on vous dit non, cette personne s'est déjà déplacée, elle est à tel endroit. Il faut aller jusque-là, il faut amener des équipements. Donc ça coûte vraiment, vraiment cher. Mais nous travaillons avec tous les partenaires pour bien définir le budget. Mais je peux vous assurer que le gouvernement de la République a décidé, hier, on était en réunion, comme disait le ministre Mouyaya, avec le président de la République. Le gouvernement de la République a déjà décidé de sortir un premier montant aujourd'hui. Donc je pense que ce soir, le ministre des Finances va déjà sortir le premier montant parce que nous devons aller très, 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 très vite en attendant que les partenaires viennent nous aider. Alors, est-ce qu'on va avoir le même phénomène de Covid? Je pouvais vous rappeler qu'entre Covid et maintenant, il y a eu d'autres épidémies quand même, non? Il y a eu Mpox, il y a eu choléra, il y a eu Ebola. Je ne pense pas que vous avez entendu le même phénomène. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle que tous les vendredis en Conseil de ministres, le ministre de la Santé nous fait toujours le point sur la situation sanitaire. C'est une précision importante pour montrer les niveaux de suivi. Peut-être que le ministre ne l'a pas encore dit à l'occasion de cet exercice, mais il y a une taxe qu'on a commencé à prélever de 2% qui doit financer les besoins en santé. Quelqu'un disait tout à l'heure que les États-Unis ne financent plus la santé, ou l'USAID ne finance plus. C'est pour vous dire que la préoccupation principale du président de la République, en tout cas, c'est aussi la santé des Congolais. Et pour ça, malgré les contraintes, nous nous assurons que nous faisons notre part. Alors, rapidement, on va prendre les questions de M. Patrick Issot et de M. Olivier Kaforo. Et on termine avec la question de Mme Nathalie Anlingala. Comme ça, on aura tout couvert avant de donner la parole à M. Jean Kasseya. Allez-y. On prend ces questions en série, comme ça nous répondrons en une vague. Merci, Monsieur le ministre, de nous accorder la parole. Monsieur le ministre, lors de l'un des briefings que vous avez répondu aux questions de journalistes, c'était toujours en rapport avec Ebola, je crois que c'était à Moueka, vous avez parlé de l'intérêt de la République démocratique du Congo de commencer de se mettre dans la production des vaccins. Vous avez parlé, le professeur Mouyembe est revenu dessus, que notre pays, c'était une zone où il y avait ce phénomène qui devrait revenir de manière récurrente, Ebola. Alors dites-nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, où est-ce que nous en sommes avec la production des vaccins? Merci. Monsieur Kafor, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Ma question s'adresse au docteur Mouyembe. Docteur Mouyembe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la récurrence des épidémies en RDC révèle de la défaillance d'un système de santé structurellement faible et sous-financé? Merci. Voilà, merci. Mama yako tunape motuna nayo. Nathalie Sekabouoro. Au fait, motuna ngai ezali boy. Tomoni te kuna na Ituri. Ezana bisika mosusu oyo ezali na mikakatano ya bokengi. Ba simba minduki bazali penza ebele. Kasi nini oyo boche na bisika pote soki baye. O bazana posa lisungi bazali wana pote ba minganga ba kende pona kopesa bango lisungi o bazana ngo bosenga. Et puis ya mibali ezali ete tomoni ete epidemie wana Ituri ekatisi eke Butembo Goma. Nini ope boche na bisika pote na bingumba mosusu bokono wana ekomate yango wana nde mituna. Bokengi, ça veut dire sécurité? Exactement. Alors, Monsieur le ministre, allez-y. Bon. D'abord, pour la production des vaccins, vous savez que c'est quand même de l'industrialisation, hein? Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. Mais c'est une décision qui a été prise d'abord au niveau du pays, mais aussi au niveau international et notamment au niveau de l'Union africaine. Gavi, qui est l'alliance du vaccin, a déjà beaucoup milité pour qu'on lève des fonds, et il y a beaucoup de fonds qui ont été levés pour que certains pays commencent à produire des vaccins. Dans notre pays spécifiquement, je vais vous donner un cas, c'est un exemple, hein, vous ne généralisez pas, mais c'est un cas. Le laboratoire Fatkin, qui est ici à Kinshasa, qui produit des médicaments que j'ai visités et qui vraiment fait du très bon travail. J'ai autorisé, par exemple, que les antituberculeux que Fatkin produit
puisse commencer à être utilisé avec bien sûr tous les accords et toutes les recommandations internationales, notamment de l'OMS. Et nous avons déjà acheté des premiers lots de médicaments antituberculeux produits par le laboratoire Fatkin, qui est en train de s'agrandir. J'espère qu'un jour, en tant que journaliste, parce que je vous le dis maintenant, allez visiter, vous allez voir. Ce laboratoire-là, nous sommes en train de pousser pour qu'il aille aux certifications qui permettent de produire aussi des vaccins. Dans tous les cas, tous les pays d'Afrique doivent maintenant se poser la question de l'indépendance sanitaire. Comment on fait? Parce qu'il suffit qu'il y ait un blocus, soit à cause d'une épidémie, Covid ou Ebola ou la guerre, pour que nous puissions nous retrouver sans ressources, notamment sans produits médicaux, que ce soit les vaccins ou les médicaments. Donc vraiment, c'est un processus qui est en cours et soyez certains qu'il est déjà enclenché et vous pouvez vérifier donc cet exemple-là du laboratoire Fatkin. Donc nous sommes vraiment engagés là-dedans parce qu'on n'a pas de choix de toutes les façons. Et ça va nous coûter moins cher. Et puis surtout, nous allons collaborer avec d'autres pays qui sont déjà aussi en processus parce qu'on ne va pas produire tous les vaccins. On va probablement se répartir les zones en disant vous produisez celui-là, nous on produit celui-ci, de telle sorte que ce soit plus cohérent. Mais l'Afrique doit produire ses vaccins grâce à ses propres fils, mais aussi grâce au soutien des partenaires multinationaux. Maintenant, oui. Le docteur souhaite. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'à l'époque coloniale, on produisait du vaccin antivariolique à Boma, à Kisangani et peut-être aussi à Bukavu? On produisait le vaccin ici. Ouais. Donc, on est dans le processus. Donc ce n'est pas impossible que nous puissions, n'est-ce pas, remettre les choses en place et produire des vaccins. Par exemple, le vaccin de la rougeole ou bien de la polio. Nous, on produit les virus de la polio au laboratoire. Et donc, nous pouvons facilement donc, produire, n'est-ce pas, le vaccin. S'il y a un soutien. Voilà. Encore une fois, l'investissement, c'est très important. Alors, vous faites, Monsieur le ministre, peut-être qu'on reviendra sur vous, mais vous faites une parenthèse en parlant d'investissement. La question d'Olivier Kaforo disait justement récurrence de virus parce que sous-financement au niveau de l'UNRB. Est-ce qu'il y a un lien? Bon, il n'y a pas de lien direct. L'INRB peut être très performant, mais les épidémies arrivent à Mungwalu et à Rwampara. Ce n'est pas ça. Mais nous, bon, je pense que vous faites allusion à ce que j'avais dit il y a quelque temps. Moi, je disais ceci. Pourquoi les épidémies en RDC sont détectées en retard ou bien avec beaucoup de retard, alors que la surveillance épidémiologique, en fait, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé. Donc, nous avons des députés et des sénateurs qui sont en vacances, par exemple... dans leur circonscription. Oui. Et qu'il y a des morts là-bas, mais il ne faut aucun signe pour alerter le ministère de la Santé. Nous avons des églises. Par exemple, à Kikwit, en 1995, l'alerte était donnée par l'évêque de Kikwit, Monseigneur Mounounou. Moi, je suis parti à Kikwit parce que c'est Monseigneur Mounounou qui m'avait appelé. Vous voyez? Les gens de l'ANER, qui sont partout. Il y a vraiment une mortalité. 80 personnes meurent dans un district ou bien dans une province et on garde silence. Vous voyez? C'est un peu ça. Bon, et puis, bien sûr, notre système de santé privilégie toujours le haut niveau. Donc, la direction générale, etc. Mais dans les zones de santé, souvent, ce n'est pas appuyé. C'est pas appuyé. C'est un peu ça la faiblesse de notre système de santé. Bon, je dis ça, le ministre va peut-être me corriger, mais c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Évidemment, il y a un grand défi parce qu'il faut donner de la bonne santé à 100 millions de Congolais. Et ce n'est pas toujours évident, Monsieur le ministre, mais on installe des laboratoires, vous avez dit... Non, mais au-delà de ça, il y a vraiment c'est une vraie question qui est posée par rapport à la surveillance communautaire.
Nous sommes en train d'engager en juillet. Donc en juillet, ils sont engagés 60 000 relais communautaires. Vous savez, les relais communautaires, ils étaient des bénévoles. Alors moi, j'ai décidé, depuis que je suis arrivé, que ce n'est pas possible de continuer à faire travailler des gens bénévolement. Et donc, ils ne sont jamais là, vous ne pouvez pas leur donner de responsabilité. Donc, nous avons décidé que les relais communautaires deviennent vraiment, donc c'est-à-dire la base, deviennent vraiment la fondation du secteur de la santé. Et on engage 60 000 relais communautaires. Et c'est l'UNICEF qui est en train de travailler avec nous. Nous sommes en train d'identifier déjà toutes les personnes. Nous avons déjà fait le plan pour que... Parce qu'on a l'expérience de Ebola, Boulapé, mais on avait l'expérience d'Mpox, on avait l'expérience de choléra. Donc on voit le besoin de la surveillance communautaire au travers des relais communautaires qui surveillent une fraction de la population de manière permanente. Comme ça, il y a un décès, on le voit. Il y a un enfant qui est mal nourri, on le voit. Il y a une femme enceinte qui est là-dedans, qui n'est pas suivie, on le voit, par le relais communautaire. Et quand ils sont digitalisés, ça nous permet d'avoir l'alerte quasi immédiatement parce qu'ils sont reliés. Mais ça, encore, c'était notre débat sur la refondation du système de santé dans laquelle nous sommes vraiment engagés. Alors, Likambo, Lobaki, il y a Bato, il y a Bazan, Bisika, Bitumbayali. Yambo Nalingina, Lobaki, Bomoni na Goma, que Nguna, leur Bamonika, que Makambo Baby, Bakangi frontière. Pour na Batax, Bakanga frontière, hein. Mais pour na Ebola bakangi frontière elingo la kisa ezali neti omoni na esika bandeke bayali basoso bayali soki okomi wana otali ozomona bandeke bazolia basoso bazolia mais moko azawana soki bebi kaka apumbu akei donc bato wana bakopumbwa bakokende basoso bakotikala donc kolomboka bakotikala donc tozala ekenge na eloko wana. Pour Ituri, vous voyez que le gouverneur a militaire. Donc, Yende, Azotala Makambo, il y a, comment on a dit le mot là Bokengi. Ah, Bokengi. Gouverneur militaire, Moutou, Azotala Makambo, Bokengi. Tosolaki naye, Tozi, Mikano, Tozui, mais Togo Ebisabinote, Poso Ebisabino Bangope Bakoyebate. Donc, il est vrai que Tozo la Makamboana, Tozo l'andango pensa sérieusement parce que les population Nabiso, et à la base à côté Nabiso, et à la base à côté à Nangambo Kuna, Isika, Banguna Bayali, et la population Nabiso. Yangwana pour na Goma, et les laboratoires Nabiso, Mutumoko, Tunakiawa, est-ce que le laboratoire à Goma, Makambozo, le baron est à Solo, est-ce qu'ils sont en contact? C'est un laboratoire très performant au Tochaki. Après, Nini, il y a 2018, 2019, 2020, après Ebola wana nde tochaki laboratoire wana eza na même niveau quasiment que ezalia donc eza performant mais eza laboratoire na biso kutu professeur Muyembe mutu akendaki koluka yango aye nango donc eza bango te eza biso mais pe bato bazosala kuna baza watu na biso donc toyebi ba résultat ndenge ezobima kuna mais wana il faut ba négociation mosusu ezala pe na ba partenaire na biso oyo bakoyebisa bango botika buzoba na bino wana il faut tosunga bato. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la clarté de votre réponse à ces sujets. Nazaki Koloba wa Mama Nathalie, nakobakisa mingi mingi na makambo etali Goma. Ba oyo bazo bebisa bokenge amboka, ba Rwandais, o bazo agressé biso. Ministre Asanta alobiawa, tango ba épidémie yaka, bakangaka frontière te. Kokango bango bakangi frontière elakisi ke eloko bango balekisaka na frontière ezaka koyiba ba minerai bankita na biso kasi makambo etali santé ya ba congolais neti na baka oyo bazui frontière bakangi boyebi ke likolo na bango baboya to sala plan humanitaire o tozaka nango aéroport bon ya Goma eza kokanga bolo bana biso sikoyo soki docteur Muyemba lobi fatinda ba expert kuna bakokende ndenge nini yango tolobi solution motu ya pona biso poto bunda na makambo malamu il faut banguna babima batika biso to gérer mboka oya biso na épidémie oyo ezo toucher ba congolais po bomo ya ba congolais etali bangote bauti kopesa démonstration à sika. Voilà. Monsieur le ministre, c'était un peu long mais c'était essentiel. On va, avant d'aller à la dernière phase de notre exercice, où vous allez revenir sur les mesures de prévention,
parce que c'est important. Je voudrais inviter brièvement le docteur Jean Kaseya à venir nous dire quelques mots. Vous êtes directeur général du Centre de contrôle africain des maladies, et donc vous êtes de passage à Kinshasa. Vous étiez en Ouganda et vous allez continuer votre itinérance. Ouais. Peut-être que vous pouvez enlever votre casquette, même si elle représente votre institution, pour que vous puissiez dire sommairement aux Congolais qui nous suivent ce soir, à la suite de ce qu'ont dit les éminents docteurs à ma droite et à ma gauche, qu'est-ce que vous, CDC Africa, vous faites et qu'est-ce que vous comptez faire avec la République démocratique du Congo? C'est la raison de votre visite ici. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais d'abord remercier le ministre de la Santé. Comme vous savez, avant d'arriver à un pays, on doit avoir la permission du pays, dans tous les pays. Et mon frère, Monsieur le ministre de la Santé, Roger Kamba, avait accepté que nous puissions venir visiter le pays et appuyer le pays. Je dois être franc avec vous. Vous avez vu ma tenue. Je ne suis pas comme les autres qui sont ici. Je n'ai pas de veste et cravate, puisque j'ai quitté Genève, j'ai fait juste un petit transit à Addis pour atterrir. Je ne savais même pas que je serais à une conférence de presse. Mais le ministre Mouyaya, comme il est génial, il a dit « on te prend, c'est une opportunité ». Mais effectivement, c'est une opportunité puisque j'ai eu une réunion de plus d'1 heure avec le ministre de la Santé, le ministre Mouyaya, le DG, le professeur Mouyembe et le DG de l'INSP, avant de venir ici. Je me suis rendu compte que la RDC fait du très bon boulot. Et je le dis avec tous les éléments qui sont à ma possession. Certains éléments sont ressortis ici. Le premier, vous avez senti l'expertise technique. L'expertise technique se montre. Et c'est là, comme on l'a dit, ça vient de beaucoup d'épidémies que la RDC a eu à gérer. Et pour ça, Mouyembe est un icône. Je vais vous dire, et je le mets à la place publique puisque le ministre est déjà au courant, demain, la nomination officielle de professeur Mouyembe comme conseiller spécial du DG d'Africa CDC va sortir. Et on peut l'applaudir. Et donc, cela signifie qu'il va venir à Addis pour prendre son passeport diplomatique de l'Union africaine et il devient la voix pour appuyer non seulement la RDC, mais tous les continents dans tous ces fléaux de façon officielle. Puisqu'il le fait déjà d'ailleurs. Puisqu'il le fait déjà d'ailleurs, comme bien sûr le ministre Mouya me le dit. Deuxièmement, cela a été aussi dit, et j'apprécie beaucoup ce que le ministre Mouya a dit. Je n'aime pas d'abord qu'on parle des partenaires, j'aime d'abord qu'on parle de nos efforts à l'interne. Et j'ai compris des deux ministres que hier, des instructions ont été données, et même le financement va être débloqué aujourd'hui, un premier financement par le ministre des Finances. Ça nous donne des armes quand nous allons maintenant chez les partenaires pour dire voici déjà ce que le gouvernement a fait. Je peux vous dire, j'ai quand même une petite expérience de gestion des épidémies dans ce pays, ça n'avait pas été le cas dans le passé. Aujourd'hui, on commence d'abord par dire qu'est-ce que le gouvernement donne et qu'est-ce que les partenaires reçoivent. Mais je ne viens pas non plus le main vide, juste pour écouter. Je vais m'asseoir après cette réunion avec le ministre, puisqu'il y avait d'abord une phase très active, très préliminaire des réponses. Maintenant, il y a un plan qui est élaboré, on va voir le plan. Mais dans cette phase, on a entendu certains partenaires ont donné des matériaux, des outils. Et l'aspect qui n'est pas beaucoup ressorti, c'est l'humain qui doit être déployé, qui doit être appuyé. Donc, je vais dire au ministre, et je vous le dis, je lui amène $1 million pour qu'il sache comment déployer les gens sur terrain. À partir de maintenant, il va décider, puisqu'on a besoin de savoir comment les gens doivent être sur place. Africa CDC n'est pas un bailleur de fonds. Le peu de fonds que nous avons, nous discutons avec le ministre pour voir comment utiliser cela. Voilà. Alors, je vais finir par deux questions importantes. La première, je suis aussi une personne technique. J'ai entendu la question sur le vaccin, je ne vais pas éluder cela. Nous avons 3 vaccins actuellement. J'espère que vous entendez. Nous avons 3 vaccins actuellement en cours
Et j'ai organisé une réunion le 16, je vais en discuter avec le professeur Mouyembe puisqu'il va faire partie de ces groupes. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin à Hervé Baumerck. Ça, c'est ce que nous poussons le plus, avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Chadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Ça vient de Texas. Ce sont les 3 vaccins sur lesquels nous travaillons actuellement. Et c'est les vaccins contre Bundibugyo. Contre Bundibugyo. Contre Bundibugyo. Je vais vous dire ce que j'ai dit à France 24 ce matin. Ça fait plus de 18 ans que cette épidémie est connue. Il n'y a pas de vaccin. Mais je peux vous assurer que si cette épidémie était en Europe, était aux États-Unis, on aurait déjà eu des vaccins disponibles. C'est cela l'inéquité dont on parle. Et maintenant, quand on parle de production de vaccins, Africa CDC, comme le ministre l'a dit, l'Union africaine nous a donné le mandat de diriger cet agenda de fabrication de vaccins et de médicaments en Afrique. On ne peut pas accepter, vous savez, il n'y a que 5 pays qui fabriquent ce qu'on appelle en anglais API, un Active Pharmaceutical Ingredient, des ingrédients pharmaceutiques actifs. Le pays qui en produit le plus au monde, c'est la Chine, plus de 90%. Parmi les 5 pays, je vous dis 5, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, l'Égypte, le Nigeria. Quel est le 5e pays? La RDC. Pharmakina. Pharmakina est la seule industrie pharmaceutique en Afrique à produire les API pour la malaria. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle, monsieur le ministre, qu'il faut commencer à exploiter en plus de tout ce que nous avons. Voilà. Je vais m'arrêter là pour dire que demain, je vais continuer mon périple sur l'Est et puis en Ouganda. Et nous aurons l'occasion certainement de nous voir avec le ministre pour la réunion transfrontalière que nous allons organiser avec l'Ouganda pour avoir un plan conjoint pour répondre à cela. Voilà. Merci encore de m'avoir invité. Merci beaucoup, docteur, de vous être associé à cet exercice de redevabilité. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on va terminer cet exercice. Il a parlé tout à l'heure des gestions transfrontalières. Les derniers points, c'est évidemment le point de la prévention. Est-ce que pour lutter contre la propagation de ces virus, certains disent qu'il faut faire un confinement, d'autres disent qu'il faut fermer les aéroports. Vous dites quoi, ministre de la Santé? Alors, je dis que je respecte le règlement sanitaire international qui dit qu'il ne faut pas confiner, il ne faut pas fermer les frontières et il ne faut pas fermer les aéroports. L'expérience, comme on a dit, on a déjà eu, ça c'est 17e Ebola. Quand est-ce que nous avons fermé nos frontières? Je me rappelle Goma, où nous sommes partis plusieurs fois avec le professeur Mouyembe à l'époque, 2019, on est parti plusieurs fois, mais on n'avait pas fermé. Et pourtant, à ce moment-là, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement, et c'était une maladie très, très contagieuse. À l'époque, c'était Zaïre, et on a eu plus de 3000 malades, et on a eu plus de 2000 morts. Mais ce sont les mesures de santé publique, et je répète encore, ce sont les mesures de santé publique qui vont nous aider à gérer. Est-ce qu'on peut nous mettre sur l'écran les mesures de santé publique pour ceux qui nous suivent à la maison? Évidemment, on fera beaucoup plus de communication à propos. La première des choses, gardez à l'esprit que, en gros, il y a 3 modes de contamination. Pour attraper une maladie, il y a 3 modèles. Une maladie infectieuse. C'est soit on boit de l'eau contaminée, donc choléra et toutes les maladies diarrhéiques, soit on respire de l'air contaminé, Covid, soit on touche des substances contaminées, c'est le cas d'Ebola. Et donc, c'est une maladie de transmission par contact. Donc, plus on va éviter le contact, moins on va être exposé. Surtout le contact avec quelqu'un qui est déjà malade. Surtout le contact avec quelqu'un qui est mort de cette maladie-là parce qu'il a plein de substances autour de lui qui contiennent le virus. Donc, se laver les mains le plus fréquemment possible pour enlever le virus qui est sur les mains, éviter le contact avec les personnes qui sont malades, et quand on a un décès, il faut absolument recourir aux services de santé parce que nous faisons des enterrements sécurisés. Nous avons les moyens, nous,
d'enterrer sans contaminer. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut savoir, en dehors du mode de contamination, c'est le fait aussi que ça peut venir des animaux. Donc, les animaux morts, on ne touche pas. Les animaux, enfin, en tout cas, les gens qui mangent la viande de brousse, on prépare sérieusement cette viande avant de la manger. Et bien entendu, dès qu'on a un soupçon, j'ai déjà répété, on a un numéro ici qui est le 151, qui est un numéro gratuit. Appelez, nous allons répondre le plus rapidement possible. Parce que dès qu'on est au courant, on va diagnostiquer toutes les personnes qui sont autour et on va rompre la chaîne de contamination. Voici ce que je peux donner comme instruction au niveau du secteur de la santé ce soir. Docteur Muyembe, est-ce que vous avez un complément maintenant sur les mesures préventives? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à votre tour? Ce sera votre mot de la fin. Je pense que le lavage des mains, c'est très important. Parce que le lavage des mains vous protège vis-à-vis des maladies des mains sales, notamment le choléra, vis-à-vis de Covid et vis-à-vis d'Ebola. Et donc, avoir l'eau, laver les mains de façon régulière, c'est vraiment un acte qui sauve les vies. Alors, en ce qui concerne la consommation de viande de brousse, etc., bon, ça, ce sont les mesures qui précèdent l'épidémie. Mais une fois que l'épidémie est déjà là, la transmission, ce n'est plus à partir des viandes de brousse, mais c'est la transmission de personne à personne. Mais la viande de brousse, c'est une précaution que vous devez prendre avant qu'il y ait épidémie. Avant qu'il y ait épidémie. Et donc, et c'est surtout les femmes qui préparent la viande. Bon, de préférence porter des gants. Mais quand les femmes portent des gants et l'homme se méfie. Hein? L'homme se méfie. Mais donc, quand vous touchez la viande de brousse comme ça, lavez les mains avec du savon et ça va sauver. Moi, ce qui m'a sauvé quand je suis parti à Yamboukou en 1976, c'était le lavage de mains. Parce que quand je prélevais des échantillons de sang, quand je retire l'aiguille, le sang continue à couler. Et mes mains étaient donc souillées de sang des malades Ebola. Mais tout de suite après, je me lavais les mains avec du savon Munganga. Et c'est ça qui m'a sauvé. Si je n'avais pas fait cela, je ne serais pas à côté de notre éminent ministre Mouyaya aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice. Monsieur le ministre, on va terminer. D'abord, merci d'avoir évidemment facilité, de vous être assuré que le docteur Muyembe participe spécialement à ces briefings. C'était important parce que c'est aussi l'autorité scientifique qui vous accompagne dans le cadre de cette stratégie. Vous avez déjà presque tout dit, mais est-ce qu'il y a encore une recommandation particulière à passer ce soir? Oui, juste dire à notre population que pas de panique. Vous avez une grosse équipe qui a une grosse expérience et vous avez toutes les expertises possibles qu'on peut mettre autour de la table. Et donc, ça prendra ce que ça prendra, mais nous allons vaincre cette 17e épidémie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que nous étions ici à 1h du matin, après la réunion que nous avions eue avec le président de la République autour de la première ministre et des quelques membres du gouvernement. Le président de la République suit particulièrement les sujets et je pense qu'au briefing de ce soir, nous avons justement voulu être un peu plus longs pour montrer d'abord que nous avons une stratégie claire, nous avons une grosse expertise et des grosses équipes qui sont particulièrement mobilisées, évidemment avec l'appui de nos partenaires. Vous avez entendu l'appui des CDC ici. Nous allons, avec tous les professionnalismes que cela requiert, travailler à contenir cette épidémie comme nous l'avons déjà fait 16 fois par le passé. Et donc, aux professionnels des médias, l'exhortation est à nouveau faite
pour que vous puissiez vous assurer de ne pas laisser passer toute la désinformation, toute la manipulation. Les sujets, il est technique, ne vous y hasardez pas. Si vous voulez vous y hasarder, contactez les spécialistes, informez-vous pour être sûr que nous avons passé le message qu'il faut au peuple qui nous suit. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer évidemment le travail de redevabilité. Nous allons nous assurer avec le ministère de la Santé et tous les services rattachés à communiquer quotidiennement sur l'évolution des faits que nous trouvons. Et ce n'est que de cette manière que nous allons rassurer nos compatriotes de la véritable prise en charge de l'épidémie. Ce n'est qu'avec ça qu'on pourra dire à nos partenaires, notamment américains, que voilà ce que nous faisons et nous avons besoin tous d'aller soutenir nos léopards aux États-Unis pour ceux qui répondront aux conditions. Monsieur le ministre, encore merci. Professeur, merci et bonne soirée chez vous. Le vecteur de l'unité nationale. Les informations